Salut à toutes et à tous, bienvenue dans SOS. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette année 2010. Cette semaine, au sommaire de l'émission, nous vous proposons la rediffusion d'un sujet tourné en décembre 2008 avec Denis Milon, qui est le metteur en scène de la compagnie Pièces et Main-d'œuvre et qui nous présentait la pièce de théâtre Petit Arbre, qu'il rejoue justement cette année, le 15 janvier, au Centre culturel L'Épidore de Bouloir. Suivra ensuite la rubrique Exposition. Comme d'habitude, on va dans la rue pour À vous la parole et on finit par la chronique bonus de l'émission. Nous sommes avec Denis Milon, vous êtes metteur en scène à la compagnie Pièces et Main-d'œuvre et nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de la pièce de théâtre que vous allez jouer ce week-end, donc samedi 20 et dimanche 21, qui s'appelle Petit Arbre, au Théâtre de l'Écluse. Avant de revenir sur cette pièce de théâtre, est-ce qu'on peut parler de la compagnie? Elle existe depuis combien de temps exactement, cette compagnie? Alors la compagnie, elle est née en 1998 autour d'un projet commun de plusieurs compagnies. C'était d'abord une union de compagnies. Ça rassemblait 5-6 compagnies. Qui était? Alors il y avait, si les noms, il y avait le Théâtre de la Forge, Théâtre Bascule, Théâtre de la Banalité, Maurice Lampoule, des gens qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu, qui se sont étalés et qu'on retrouve dans d'autres. Bon, les compagnies existent toujours, qui se sont installées ailleurs. Au bout d'un moment, c'est difficile de fonctionner avec autant de compagnies, et puis ça s'est resserré autour, on va dire, de deux identités de compagnie. Donc, et ces identités ont fusionné, et c'est devenu la compagnie Pièces et Main-d'œuvre. Et avant d'être à l'Écluse, vous étiez où? Alors, on était installé à l'Éden. C'est où exactement, l'Éden? Du côté de la rue Nationale. C'était un ancien cinéma bien connu des Manceaux, parce qu'il n'a pas fait que du cinéma d'art et essai. Et voilà, on s'était installé dans ce cinéma, et puis c'était une propriété privée, et donc on nous a demandé gentiment de partir, et la ville nous a relogés depuis, c'est la 4e année qu'on est là, donc à l'Écluse, qui est avenue Olivier-Euzet. Donc vous êtes une compagnie artistique, vous gérez le lieu de l'Écluse. Comment ça se passe exactement, tout ça? Quelles sont vos missions exactement? Alors, c'est des missions qu'on s'est attribuées, hein, oui. Donc on va parler plutôt comme ça. Nous, on a décidé d'avoir un lieu d'abord, pour que la compagnie puisse travailler, parce que c'est quand même un des problèmes. Et ensuite, on avait envie, et on continue, à faire de la programmation. C'est-à-dire d'accueillir d'autres compagnies, notamment qui viennent travailler, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup d'accueil en résidence, et puis ensuite proposer au public ce travail. Alors, au fil des ans, ça s'est agrandi, grossi. Donc aujourd'hui, on a à la fois du théâtre, on a aussi de la musique, mais on a aussi des spectacles jeunes publics. Voilà, tout ça, ça fait un ensemble de propositions envers le public qui est digne d'une vraie programmation. Et vous êtes combien dans la compagnie? Alors, il y a 3, on va dire, co-directeurs artistiques. Il y a moi-même, il y a Abdelatif Baïbaï et puis Laurence Roussel. Autour de ça, il y a un administrateur qui travaille pour la compagnie et pour le lieu. Il y a une autre salariée qui s'occupe plus de la communication. Et puis, il y a un régisseur technique pour la salle. Mais vous donnez des cours également ici? Alors, on a mis en place ici, sur le quartier, 3 ateliers de théâtre pour les enfants, pour les adolescents et pour les adultes. Ce qui permettait un peu plus d'asseoir dans le quartier. Puis il y a une véritable demande, donc ça fait aussi que ça touche aussi un autre public. Et ce public, on le retrouve aussi parmi les spectateurs de la programmation. Donc ici, on a une jauge de 50 places qui n'est pas énorme. C'est difficile du coup d'en vivre, faire vivre le lieu et vivre aussi. Alors c'est un peu difficile. Il faut savoir qu'on n'a pas de subvention pour acheter des spectacles, donc ça fonctionne plus sur un partage de recettes. Par contre, la plupart des compagnies qui viennent sont accueillies en résidence. Donc il y a le plateau qui leur est mis à disposition, de l'argent qu'on arrive à avoir à la fois par le département de la Sarthe, mais aussi par la région. Et ensuite, le spectateur, lui, il vient goûter, j'ai envie de dire, un peu les premières des spectacles. Donc, il y a, les rentrées d'argent se font que par les spectateurs. Et en gros, si vous voulez, ça permet de payer au moins la partie technique de la salle. Donc, après avoir présenté la compagnie, on va revenir sur la pièce de théâtre de ce week-end. Ça s'appelle Petit Arbre. Quelle est l'histoire exactement? Alors, c'est un spectacle tout public à partir de 7 ans. C'est Laurence qui voulait travailler sur ce texte. C'est tiré Laurence qui est une des cofondatrices aussi de la compagnie. Qui voulait travailler sur un livre de Forrest Carter
Forrest Carter est peut-être un peu plus connu parce que Clint Eastwood, il a notamment travaillé avec des textes, enfin des livres de Forrest Carter, où il a monté, enfin il a joué, il a plutôt fait Impitoyable. D'accord. Voilà, mais ça n'a rien à voir puisque là c'est destiné à un jeune public. Et c'est l'histoire d'un petit Indien qui est recueilli par ses grands-parents. Et un peu, c'est tout le parcours initiatique de cet enfant à travers ses grands-parents qui sont indiens Cherokee. Donc en même temps, ce spectacle retrace un peu la vie des Indiens. En fait, on peut dire que c'est un peu l'histoire de la colonisation des Américains sur les Indiens. C'est beaucoup plus tard que la colonisation. Ça n'empêche que ça reste ancré chez ces Indiens, même si ça montre un petit peu comment ces Indiens ont dû s'adapter aussi à la société américaine. Et si j'ai bien compris un peu l'histoire, c'est aussi de dire que ces Cherokees s'adaptent un peu mieux que les Américains qui sont juste à côté. En tout cas, eux, ils font l'effort de s'adapter à la société américaine, ça c'est clair. Donc là, c'est quand même vraiment beaucoup plus tard, puisqu'on est sur les années 1830 à peu près. Donc il y a déjà des voitures, il y a déjà beaucoup de grandes villes américaines. Ce qui est intéressant dans ce qui est dit dans ce spectacle, c'est surtout où ça nous montre comment on éduque un enfant. En fait, il a 5 ans, à la mort de ses parents, il est recueilli par ses grands-parents, et puis après, lui, il doit grandir, quoi. Voilà, non seulement il doit grandir, mais il y a toute une forme d'éducation qui est intéressante et qui qu'on retrouve, y compris ici, c'est-à-dire qu'on peut le transposer en France, il n'y a pas de souci, on explique comment il faut chasser, on explique comment il faut faire attention à la végétation, à l'environnement, donc ça, c'est très important. Et puis, à côté de ça, il y a à un moment donné, il y a les médisances des autres, où on dit, voilà, c'est deux vieux Indiens qui récupèrent un enfant, c'est pour s'occuper d'eux plus tard, donc on l'enlève, on le met dans un orphelinat, etc. Bon, voilà, c'est toute cette histoire, ça, on peut vraiment tout à fait le transposer. Et c'était une volonté de votre part, justement, de faire passer ce message ? Alors, oui, enfin, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'y compris dans d'autres civilisations, on a peut-être les mêmes problématiques ici. On est sur le décor, d'ailleurs. On est sur l'espace scénique. Combien de comédiens pour jouer cette pièce ? Il y a une comédienne, en fait, qui joue Petit Arbre. D'accord. Et donc c'est minimaliste comme... C'est assez minimaliste. Et en même temps, autour de ça, il y a une scénographe qui a travaillé. Moi, j'ai fait la mise en scène. Il y a aussi une bande-son où on a fait le choix de faire une bande-son très électronique. Donc c'est à des années-lumière. Mais en même temps, voilà, ça nous importait aussi de donner un côté beaucoup plus moderne, présent à cette histoire. Denis Milon, merci beaucoup. Bonne chance pour ce week-end. Je rappelle que la pièce s'appelle Petit Arbre, qu'elle se joue au Théâtre de l'Écluse samedi 20 et dimanche 21. Les 2 jours sont à 16h. L'entrée, c'est au chapeau. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la journée. Découvrir Piero Pizzicanella, c'est un peu comme se confronter à l'essentiel, à la peinture dans sa pratique la plus vivante. Chaque toile est une subtile adéquation entre liberté du geste, matière et élégance du trait. Piero Pizzicanella est né à Rome en 1955 où il suivra ensuite des études d'art et de philosophie et en particulier le cours de peinture d'Alberto Ziveri à l'Accademia di Belle Arti. Dans les années 70, c'est l'art conceptuel qui domine, mais Pizzicanella s'en détourne très vite car il n'est pas satisfait par la froide logique du conceptuel. Il trouve son mode d'expression dans un langage charnel, plus brut, où le dessin et la peinture sont dominants. Il paraît que les joueurs du MUC 72 vont faire un voyage à Lourdes. Qu'est-ce que vous en pensez? J'étais pas au courant. Ah bah qu'ils y aillent puis qu'ils s'entraînent un peu. Peut-être qu'on aura un miracle. Ils vont faire un voyage. Ils vont faire un voyage à Lourdes pour obtenir les faveurs de la Vierge. Ouais, c'est une bonne idée. Effectivement, Lourdes, ça peut être une solution à un miracle, ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il joue à Lourdes sans doute. En 2012, on prévoit la fin du monde. S'il restait 1 heure à vivre, vous feriez quoi, vous? Je sais pas. Ouais, je sais pas du tout, sans déconner. Et toi? Je cherche un bunker, je pense. Ça se dit pas ça se dit pas. Si vous restez 1 heure à vivre, vous feriez quoi?
Bah, du shopping, a priori. Du shopping, mais c'est fermé. Bah, je resterai avec mes enfants et ma femme. C'est vrai? Ouais. D'accord. Merci, et vous? Pareil. Pareil. Ouais. J'irai bouffer. Merci. La chronique bonus de cette semaine est consacrée à mes 3 résolutions pour l'année 2010. Eh bien, ma première résolution pour l'année 2010, c'est de continuer à vous distiller avec talent l'actualité culturelle de notre beau département, de Le Mans bien sûr, mais en passant par Coulennes, La Flèche, La Ferté-Bernard, Fresnay-sur-Sarthe ou encore Courdemanche. Puisque nous trustons depuis 2 ans l'audience de LMTV, rendez-vous compte, vous êtes chaque semaine plus de 3 à nous regarder. C'est dingue, non? Ma deuxième résolution pour 2010, c'est qu'en collaboration toujours avec Maxime Renaud, que vous ne pouvez pas voir puisque c'est le réalisateur et le cadreur de l'émission qui se trouve en ce moment derrière la caméra, mais également en accord avec Pascal Brulon, le directeur des programmes d'LMTV, c'est que SOS vous fera découvrir chaque semaine en début de mois un acteur culturel. On fera un portrait d'un acteur culturel du département, c'est-à-dire qu'on rendra hommage enfin à des gens qui sont encore vivants. Ça change un peu. Et ma dernière résolution pour l'année 2010, eh bien finalement, c'est de passer une bonne année. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'elle risque de pas d'être pire que l'année 2009, non? Enfin, c'est pour gagner ça, parce que la crise rôde encore, avec sa récession et son chômage. Ouh, bon allez, je plaisante. Bonne année à tous quand même et à la semaine prochaine. La chronique bonus de cette semaine est consacrée à mes 3 résolutions pour l'année 2010. La chronique bonus de cette semaine est consacrée à 3 résolutions pour l'année 2010. Je vais la refaire normale. Chaque semaine... Non, chaque première semaine... Regardez le centre de l'image et répétez à haute voix. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée.